Bienvenue au Petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet pour lequel vous avez voté précédemment, c'est-à-dire l'histoire des femmes samouraïs ou plus précisément des Hanabugeisha. On va en parler un peu plus profondément tout au long de l'épisode, mais ce qu'on appelle les femmes samouraïs, c'était pas vraiment des samouraïs à proprement parler, mais plutôt des femmes guerrières, mais nous y reviendrons. Mais la première chose que je veux adresser, c'est pourquoi est-ce qu'on parle aussi peu des femmes guerrières en histoire? Tout d'abord, si on analyse cette question-là d'un point de vue féministe, les femmes sont rarement conçues comme des héroïnes dans l'imaginaire collectif. Leurs actes de violence ou de résistance ont vraiment été gommés de l'histoire, toute forme d'histoire confondue. Qu'on pense aux militantes suffragettes ou à d'autres militantes qui ont parfois commis vraiment des actes de violence ou des gestes de coercition envers les forces de l'ordre, on en parle vraiment très peu. Puis ce phénomène-là, ça porte un nom. Il n'y a pas juste moi là, qui est au courant de l'existence de ce genre de truc. Ça s'appelle le mythe de la femme empêchée. Et ce concept-là a été popularisé par la journaliste française Titu Lecoq, qui a écrit notamment sur l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. Puis le mythe de la femme empêchée, ça veut tout simplement dire que bien souvent, on préfère imaginer les femmes soumises ou effacées plutôt que de faire l'effort de trouver des sources historiques qui parlent d'elles. Ça veut aussi dire que quand on se représente le passé, on imagine toujours les femmes effacées ou dans la sphère privée, ne prenant pas part justement à la vie active. Et on fait bien souvent l'erreur en histoire d'imaginer les femmes faibles et sans défense, alors que à bien des occasions, elles se sont battues aux côtés des hommes. Et Titu Lecoq va un peu plus loin et parle même d'un mécanisme de virilisation de l'imaginaire. Puis ça veut dire que quand on se représente le passé, c'est souvent des hommes qu'on voit dans notre tête. Mais pour revenir au sujet de cet épisode, qui sont les Hanabugeisha, ces femmes-là, elles sont issues de la haute société, un peu comme les samouraïs. Cette tranche de la population est composée de femmes mariées, de veuves, de jeunes filles qui sont formées à manier les armes et plusieurs sortes d'armes d'ailleurs. Mais l'arme de prédilection de ces femmes-là, c'est le naginata, qui est une espèce de lance vraiment épeurante qui sert surtout quand on est outnumbered par ses ennemis. Et les Hanabugeisha, elles défendent aussi leur logis en cas d'invasion. Et Dieu sait que dans le Japon féodal, ça arrive très très souvent. Et elles accompagnent les hommes au combat en plusieurs occasions. Puis c'est très spécial parce qu'en même temps, dans le Japon féodal, cette classe de femmes-là existe, est vraiment badass, mais l'idéal de féminité japonais, c'est plutôt la fragilité et la soumission. Donc, on peut imaginer que cette classe de femmes-là fait figure d'exception. Par contre, il y a plusieurs Hanabugeisha qui sont célèbres et je vais vous en parler dans un instant. D'abord, pendant la guerre de Genpei, au 12e siècle, il y a Tomo Gozen qui aide son mari à décimer les armées de son cousin, notamment en choppant la tête du meilleur guerrier des troupes ennemies, ce qui a dû laisser ben du monde sur le cul. À chaque campagne militaire, son mari, Yoshinaka, qui est aussi un samouraï, la nomme première capitaine de ses armées parce qu'il sait qu'elle fait une maudite bonne job. À chaque fois qu'une campagne militaire s'annonce, il s'assure qu'elle a vraiment une bonne armure et il lui confie des responsabilités importantes parce qu'elle est vraiment reconnue pour ses exploits guerriers. Il y a aussi Hojo Masako, qui est une première femme Hanabugeisha importante en politique, et elle va beaucoup contribuer à l'assouplissement des règles à la cour du shogun. Par exemple, elle fait en sorte que l'héritage soit plus égal par rapport aux frères, qui soit aussi transmis aux sœurs, et elle donne l'autorisation aux femmes de contrôler les finances. Donc, elle fait en sorte que les femmes puissent avoir plus de contrôle et de liberté dans la sphère privée. Et aussi, les femmes sont autorisées à défendre leur logis en temps de guerre. Il faut savoir que pendant la période Edo, donc de 1600 à 1868, il y a comme une espèce de shift qui s'opère dans l'idéal de féminité. Et la passivité et le silence sont beaucoup plus attendus des femmes. Le résultat, le statut des Hanabugeisha diminue quelque peu. Pendant un grand bout de la période Edo, le Japon est en paix. Et les samouraïs, ça devient plutôt des bureaucrates et des fonctionnaires. Donc, le rôle de leur épouse, c'est plutôt de les assister dans ces tâches-là plutôt que d'aller chopper des têtes sur le champ de bataille.
Puis à cette époque-là, on observe vraiment une résurgence finalement de la domination masculine sur les femmes. Puis il y a aussi plusieurs choses qui font en sorte que les Onab geishas ont vraiment moins de liberté qu'avant, c'est qu'elles ne peuvent pas voyager librement. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment un chiard de se déplacer normalement pour elles. Elles ont entre autres besoin d'être accompagnées par un homme, puis d'avoir constamment tout plein d'autorisations pour passer d'une région à l'autre, fait que ça soque. Et pour finir, je trouve que les Onab geishas sont vraiment très peu représentés. Je ne connaissais pas leur existence jusqu'à récemment. J'avais aucune idée qu'il y avait eu des femmes combattantes dans le Japon féodal. Et quand j'ai visité le Japon, dans aucun musée, je n'ai vu de représentation de cette classe de femmes-là. Et je pense que leur existence et le manque de représentation de ces femmes-là dans l'histoire, c'est un peu une preuve aussi qu'on assume bien des choses par rapport au passé, mais que dans le fond, on plaque un peu des préjugés sexistes qu'on a intégrés quand on se met à observer l'histoire. Et pour finir, il y a quand même des représentations contemporaines intéressantes des Onab geishas. Je vais vous en nommer deux. Il y a la très intéressante série qui s'appelle Blue Eyes Samurai, qui est sur Netflix, où la protagoniste est vraiment très badass. Je vous suggère vraiment d'écouter cette série-là, elle est excellente. Et il y a ensuite l'autrice Geneviève Blouin, qui a publié Anakin, la lignée du sabre, aux éditions du Phénix, et une des deux protagonistes est une femme samouraï. Donc c'était tout pour cet épisode du Petit cours d'histoire féministe. J'espère que vous avez appris quelques trucs. On se retrouve dans les semaines suivantes pour parler d'un sujet qui sera complètement différent. Donc merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine!